Bonjour. Alors d'abord, je voudrais remercier les organisateurs et tout particulièrement donc M. Jacquet et M. Charpin pour m'avoir invité donc à ce colloque. On a parlé dans l'introduction, M. Jacquet a parlé des sources, notamment des archives, et je dirais que tous mes travaux ont été essentiellement faits justement à partir des archives. Donc depuis un certain nombre d'années. Cette mission de Médie et de Mésopotamie, à l'origine, donc, a été en quelque sorte le coup d'envoi de la carrière en France de Jules Aupert. Elle fut essentielle aussi dans sa vie, comme en témoigne Ossoulier dans sa nécrologie, qui écrivait que la mission de Jules Aupert n'a pas été seulement l'une des plus grandes joies de sa vie, elle domine en quelque sorte, elle éclaire en quelque sorte toute sa carrière. Je commencerai par disons, quelques informations, quelques données qui sont bien connues de tous, mais il faut toujours resituer son propos dans un contexte. Le 1er juillet 1845, Paul-Émile Botta, consul de France à Mossoul, quittait son chantier de Khorsabad pour la France, bien décidé à y revenir et revenir donc à Khorsabad et y reprendre ses recherches. Ce congé, il l'a pris à la demande justement de Jules Maule, secrétaire de la Société asiatique, qui juge qu'il est temps de livrer au monde savant les résultats des premières fouilles en Mésopotamie. Or, si l'inventeur de Khorsabad put mener à bien sa publication, la révolution de février de 1848 et l'instauration de la Seconde République contrecarrèrent ses projets, et c'est ainsi qu'en le nommant au poste de Jérusalem, où il s'ennuya ferme, la France avait laissé le champ libre à l'Angleterre. En effet, contrairement à la France, qui, avec l'échec de Botta à Kouyoudjik, avait concentré ses efforts sur Khorsabad, l'Angleterre diversifia ses travaux. Si dès sa première campagne, Austin-Henri Layard porta son effort sur Nimroud et dans une moindre mesure sur Kouyoudjik, il explora aussi Kalatchergat et fit de nombreuses prospections. Aussi, l'ampleur des découvertes et leur variété furent à la mesure de cette intense activité. Le British Museum pouvait alors s'enorgueillir d'une magnifique collection dont la France n'a pas l'équivalent. C'est l'ampleur des découvertes anglaises qui fit à l'origine de la décision de Léon Fauché, ministre de l'Intérieur, dont dépendent également les Beaux-Arts, de faire rapidement voter, dès son retour de Londres, les crédits nécessaires pour la reprise des fouilles en Mésopotamie. C'est ainsi que le 8 août 1851, sur le rapport de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, une demande de crédit extraordinaire de 78 000 francs est présentée à la Chambre pour financer les explorations projetées. 8 000 francs pour la reprise des fouilles de Khorsabad, 70 000 francs pour une expédition en Médie et Mésopotamie. S'ajoutaient d'ailleurs 30 000 francs pour la reprise des fouilles du Sérapéum de Memphis par Auguste Mariette. Étaient désignés également les participants aux 2 missions mésopotamiennes. Pour Khorsabad, ce fut Victor Place, récemment nommé au poste de Mossoul et qui ne se laire pas sur les raisons de ce choix. Je cite : « Ma position officielle en me donnant les facilités d'un explorateur ordinaire n'aurait pas trouvé qu'un explorateur ordinaire n'aurait pas trouvé dans ce pays présentait encore cet avantage que je ne coûtais rien au budget des Beaux-Arts. » Pour l'expédition de Médie et de Mésopotamie, dont le programme est d'explorer Babylone et Ecbatane, d'autres grandes villes, à côté de ces 2 grandes villes, bien d'autres villes de Mésopotamie, telles Senkeré ou Akka, Nifer, le choix de ses membres se fit sur de réels critères scientifiques.
Si le nom de Félicien de Saucy, de retour d'un fructueux voyage en Syrie, est avancé, c'est celui de Fulgence Fresnel, ancien consul de France à Djeddah, connu du monde savant pour ses études sur l'Arabie pré-islamique et les langues sud-arabiques, qui fut retenu. Pour le reste de l'équipe, elle fut constituée de collaborateurs beaucoup plus jeunes. Fresnel a déjà 56 ans, toute une carrière en Orient, et donc est un peu, je dirais, vieilli par ses longs séjours. Donc d'une part, on va choisir un architecte qui va être Félix Thomas, ancien pensionnaire de l'École française de Rome, connu pour ses magnifiques relevés de temples réalisés en Italie, Grèce et Asie mineure, et Gilles Oppert, un jeune épigraphiste allemand, il a 27 ans, qui est arrivé en France en 1847 et qui est particulièrement brillant. Si à cette date il n'est qu'un modeste professeur d'allemand au lycée de Reims, il est bien connu des instances scientifiques de l'orientalisme français. La Société asiatique notamment, avec Jules Maule, était bien connue notamment par une série d'articles sur les inscriptions achéménides, et l'Académie des inscriptions et belles-lettres aussi le connaît fort bien. À ce propos, il est précisé, je cite, qu'il sera donc adjoint à Fresnel pour le seconder dans ses travaux et le suppléer en cas d'absence ou de maladie. Il devra copier les inscriptions, exécuter des moulages. On avait notamment, l'État français avait acheté le procédé de moulage récemment créé par l'Autun de Laval. Donc exécuter des moulages, estampages et au besoin suivre les travaux de déblaiement. Enfin, il est prévu que les deux collaborateurs de Fresnel recevraient une indemnité de 500 francs par mois pour leurs frais de mission, logement dans les villes et autres dépenses personnelles. Pour le jeune orientaliste allemand, cette mission est une opportunité scientifique qui peut, comme il l'espère, favoriser l'obtention de sa nationalité française, une nationalité qu'il doit impérativement obtenir s'il veut grimper en quelque sorte dans la carrière scientifique. Reste pour les deux missions à rejoindre le théâtre des opérations. Après 4 mois de voyage en plein hiver à travers le plateau anatolien, c'était le trajet le plus court, mais il fallait justement le passer pendant l'hiver. On a des photos, des calotypes qui nous montrent Victor Place, d'ailleurs, sous la neige, expliquant d'ailleurs dans une correspondance à son frère comment il est complètement gelé avec la glace qui, colle de sa moustache à sa barbe. Fresnel, Place arrive à Mossoul le 16 janvier 1852 et ouvre le chantier de Khorsabad le 2 février. Fresnel, de son côté, privilégie un itinéraire moins difficile mais plus long. Parti de France le 1er octobre 1851, la mission n'arrive à Mossoul que le 4 mars 1852. Cette longue pérégrination constitue pour Oppert une sorte de grand tour oriental, ses connaissances étant jusqu'ici uniquement livresques. Chaque étape est une source d'études. Après Malte, où il s'intéresse aux vestiges phéniciens, c'est Alexandrie, puis Beyrouth. C'est Baalbek qu'il visite avec Thomas, suivi par une excursion commandée par la nature même de notre expédition au Dar el-Kelb, où il peut examiner les reliefs inscrits égyptiens et assyriens. À chaque étape, il étudie les diverses communautés religieuses, juives, chrétiennes et arabes, confrontant ses connaissances avec la réalité. Ainsi, à propos de la langue arabe, s'il juge que, je cite, « peu de personnes vivantes ont égalé M. Fresnel dans la connaissance soit pratique, soit littéraire de la langue arabe », il reconnaît pour lui-même que malgré d'assez bonnes études de l'arabe littéral, je cite, « je me trouvais immédiatement désappointé à cause de la prononciation qui m'étonnait et m'ahurissait parce que je n'avais pas eu une idée du véritable son de l'articulation asiatique. » Lorsqu'après avoir longuement cheminé, Oppert accumulant notes et observations,
Le 4 mars 1852, la mission arrive enfin à Mossoul. C'est pour apprendre que la situation côté anglais avait changé. Effectivement, depuis avril 1851, Layard était rentré en Angleterre, troquant son activité archéologique pour une brillante carrière diplomatique. Désormais, c'est Henry Cressing Rawlinson, agent politique de la Compagnie des Indes, consul général de Sa Majesté britannique, qui est chargé par les trustees du British Museum de coordonner les recherches anglaises. Or, cette rencontre avec Rawlinson inquiète Fresnel, qui craint une confrontation avec Oppert, dont le caractère s'est révélé au cours du voyage particulièrement rigide. En effet, avant le départ de la mission, une âpre polémique, relayée par les journaux scientifiques de Londres et de Paris, s'était élevée entre les deux savants, à la suite de plusieurs publications de Rawlinson relatives aux inscriptions de Behistun. Cette controverse portait d'ailleurs moins sur l'établissement du texte que sur la priorité de certaines explications. De 1851 à 1852, Oppert avait publié dans le journal asiatique une série de 7 articles intitulés « Mémoire sur les inscriptions des Achéménides conçues dans l'idiome des anciens Perses », dans lequel il critiquait vivement certaines lectures proposées par Rawlinson, qui de son côté s'était offusqué du ton de la controverse, accusant Oppert de mauvaise foi. La relation donnée par Fresnel à propos de leur première rencontre dans son rapport du 10 mars 1852 adressé au ministère rectifie quelque peu celle d'Oppert parue plus tard dans le premier volume de sa publication. Je cite: « Je vis hier le colonel Rawlinson chez M. Rassam. » Il s'agit bien sûr d'Hormuz Rassam, agent anglais pour les fouilles. Donc, chez M. Rassam, au moment de son arrivée. Et je l'ai revu aujourd'hui en tête-à-tête. J'avais besoin d'entrer en explication avec lui sur une note de sa dernière publication où il accuse le plus injustement du monde M. Oppert de mauvaise foi à propos d'une critique de son mémoire sur l'inscription persane de Behistun insérée dans le journal asiatique de Paris. Je lui ai fait sentir son injustice tout en protestant de mon ardent désir d'entretenir avec lui les rapports les plus amicaux. Il m'a promis de venir demain voir nos livres, dont le catalogue a éveillé sa curiosité, et de profiter de cette occasion pour exprimer ses regrets à M. Oppert. Puis Fresnel ajoute: « Monsieur le colonel Rawlinson est venu aujourd'hui, selon sa promesse, et s'est exécuté de fort bonne grâce. Il s'est entretenu longuement avec M. Oppert de leur commune recherche. Toutefois, tout danger n'est pas totalement écarté. Toujours selon Fresnel, voici que de nouvelles critiques, dont M. Oppert est toujours l'auteur, viennent d'arriver à Bagdad avec le dernier numéro du journal asiatique qui contient, heureusement, la fin de son travail. À l'occasion de ces critiques, une discussion s'est engagée hier soir entre le colonel et notre jeune savant. Celui-ci avait raison, pour le fond, j'en suis convaincue. Mais les formes acerbes qu'il apporte en toute discussion et la crudité de ses dénégations me causaient une véritable inquiétude. Toutes les remontrances que j'ai eu si souvent l'occasion d'adresser à M. Oppert sur le ton hautain qu'il prend avec tout le monde, moi compris, ont été parfaitement inutiles. À cette occasion, Fresnel fait un savoureux portrait d'Oppert. M. Oppert est une capacité purement intellectuelle. Il est mon dictionnaire encyclopédique. Du reste, son myopisme, sa pétulance, sa présomption qui dépasse toutes les limites connues, l'expose sans cesse au plus grand danger et nous oblige tous à une surveillance pleine d'anxiété. Sans compter que ses défauts le rendent impropre aux recherches matérielles puisqu'il n'aperçoit un monument que lorsqu'on l'a mis dessus. En revanche, il lit merveilleusement les légendes des médailles et sous ce rapport, il nous est extrêmement utile. Le 27 mars 1852, près de 6 mois après son départ, la mission arrive enfin à Bagdad où, une fois installée, elle est retenue de longues semaines tant la région est agitée.
Ainsi, les caravanes sont régulièrement attaquées par les Arabes anazés et n'échappant pas à la règle, les pèlerins persans de retour de Kerbela sont dépouillés, les escortes turques malmenées, pèlerins et soldats les plus heureux font leur entrée dans la ville sans chevaux, sans armes et sans vêtements. Pendant cette longue attente, bien qu'ayant été gravement malade d'une fièvre bilieuse, Oppert ne perd pas son temps, étudiant tous les livres de la bibliothèque de la mission, ceux de l'agence anglaise, examine les médailles et pierres gravées qu'on lui apporte sans cesse, explore la ville, étudie la population, comme le montre plus tard sa publication. Enfin, le 5 juillet, après plus de 3 mois d'attente et avoir un temps envisagé de rejoindre la Perse, comme le prévoyait la loi du 8 août, afin d'entreprendre des fouilles à Hamadan, l'ancienne Ecbatane, Fresnel et ses collaborateurs peuvent enfin quitter Bagdad pour Babylone. 10 jours plus tard, soit 9 mois et demi après leur départ, ils commencent leur exploration, faisant fi des difficultés du site constatées jadis notamment par Pascal Coste, architecte chevronné, et le peintre Eugène Flandin. Ils étaient passés une dizaine d'années auparavant. Alors imaginez, des fouilles commencées en Irak au mois de juillet. Alors, le secteur du Casre, où des fragments de marbre, albâtre, granit, briques à glaçure étaient abondamment présents, retint l'attention de Fresnel. D'autant que ce secteur se signalait par la statue d'un lion colossal qu'ils attribuent à la période achéménide. À proximité sont découverts des ostracas araméens et une quantité de briques à glaçure dont les dessins de Thomas sont joints au rapport scientifique adressé aux Beaux-Arts. En septembre, l'abaissement du niveau de l'Euphrate permet à Thomas de dégager sur la rive, dans un banc de sable laissé au sec, une vingtaine de sarcophages en terre cuite en forme de sabot. Hôtel Amran. Hôtel Amran, Oppert met au jour de nombreuses tombes dont les squelettes sont bardés de fer, couronnés d'or, sont accompagnés de figurines en albâtre et de bijoux. Toutefois, ces recherches effectuées au plus chaud de l'été ne sont pas sans inquiéter Fresnel sur la capacité de ses collaborateurs à supporter de telles conditions de travail. En particulier, M. Jules Oppert de Hambourg, qu'aucun voyage antérieur dans ce Midi de l'Orient n'avait préparé celui-ci. Toutefois, ce ne fut pas Oppert, mais Thomas, dont la santé avait été fragilisée par des attaques de paludisme contractées lors de ses précédents voyages, qui perdit momentanément la raison. Suspectant le chef du village, pourtant son ami, de vouloir l'assassiner, il lui tire dessus. À cette occasion, Oppert se montra particulièrement attentif et raccompagna Thomas, qui visiblement était devenu son ami. Il le raccompagne donc jusqu'à Bagdad. Si, une fois rétabli, vers la fin de janvier 1853, Thomas explore la basse Mésopotamie jusqu'à Bassora, dont il donne une très belle gravure, c'en est fini donc de sa participation à la mission de Babylone. Le 2 mars, il quittait Bagdad, s'arrêtant à Khorsabad, où Place, comme on le sait, va mettre à contribution ses talents d'architecte. Après le départ de Thomas, c'est Messoud Bey qui fit quelques dessins pour la mission, dessins que l'on retrouve donc dans les archives conservées aux archives nationales. Oppert est désormais seul à poursuivre des recherches auxquelles Fresnel ne collabore plus qu'épisodiquement. Il est retenu en effet à Bagdad par les soucis administratifs et surtout financiers auxquels il s'efforce de faire face avec l'aide de son secrétaire Édouard Pérémont et occasionnellement Oppert, principalement pour la partie comptable. En effet, selon Fresnel, je cite,
M. Oppert, aussi fort en mathématiques qu'en philologie, ne m'a pas refusé le concours de ces vérifications. Et je puis vous assurer, Monsieur le Ministre, que M. Oppert n'est pas seulement un orientaliste de premier ordre, mais encore une réapparition de François Barème d'arithmétique mémoire. Les rapports de Fresnel témoignent qu'après le départ de Thomas, Oppert ne ménagea pas sa peine. Je cite. « Monsieur Oppert, ne prenant conseil que de lui-même, a été au-devant de tous mes vœux. Grâce à sa présence d'esprit et à son sang-froid, les travaux n'ont point été interrompus et ces travaux ont produit depuis la catastrophe, autant, donc le départ de Thomas, autant et plus que durant le mois précédent. » Il s'agit d'un rapport du 30 octobre 1852. Concernant les relevés topographiques, M. Oppert peut répondre, et je pourrais au besoin répondre pour lui, de l'exactitude de ses calculs logarithmiques, puisqu'il est tout à la fois, ainsi que j'ai pu m'en convaincre, philologue et mathématicien. Mais on n'est pas tout, Monsieur le Ministre. M. Oppert n'est pas praticien. Il ne travaille sur le terrain que depuis 1 ou 2 mois et vous êtes trop équitable pour nous demander l'impossible. Néanmoins, on peut constater dans la publication que c'est Oppert qui assuma la totalité des cartes et plans. Les travaux d'Oppert à Babylone ne l'empêchent pas d'entreprendre à ses frais une série d'explorations. Ainsi, du mois de février au mois de septembre 1853, il visite le site de Kharkouf, se rend dans la ville sainte de Kerbela. À Hilla, il embarque sur l'Euphrate pour reconnaître les anciens canaux de la région et les limites de l'ancienne Babylone. Malheureusement, son projet de visiter avant son départ Nifer et Ouarka, afin de profiter des derniers moments de son séjour en Orient, est contrecarré par l'apparition du choléra. Enfin, il continue l'achat d'antiquités que Fresnel a suspendu faute d'argent. Si cette collection d'antiquités est quelque peu hétéroclite, elle n'est pas négligeable et fait l'objet de plusieurs rapports d'Oppert adressés au ministre, comme l'atteste, je cite, un catalogue raisonné de M. Oppert relatif aux cylindres, médailles, pierres gravées de la collection babylonienne. Dans ce contexte, Oppert regrette vivement l'ordre de Fresnel de suspendre les travaux à un moment où il estime qu'ils allaient être enfin récompensés de leur labeur. Effectivement, le 19 octobre 1853, la mission avait reçu une dépêche ministérielle datée du 10 juin 1953, donc elle a mis un certain temps, qui intimait son retour en France. Le retour de Mésopotamie, donc de Jules Oppert. Donc, comme Ulysse, seul, sans les amis avec lesquels j'étais partie pour l'Asie. Si, en janvier 1854, Oppert est encore à Babylone, c'est pour finir ses cartes et restauration des monuments. En revanche, il refuse d'assurer le transport de la collection à Bassora, Fresnel étant dans l'incapacité de financer ce transport et Oppert ayant déjà fait de multiples avances, il ne veut pas se démunir des fonds nécessaires pour son retour en France. Le 4 février 1854, Oppert quittait Bagdad, pressé de faire état de ses travaux. C'est donc une fois en France qu'il apprit que le 21 mai 1855, la totalité des antiquités de la mission avait sombré dans le Châtel arabe avec celle de Khorsabad, une catastrophe qui fut suivie par le décès de Fresnel à Bagdad le 30 novembre de la même année. Après avoir étudié en chemin différents sites, notamment dans la région de Mossoul, le 1er juillet 1854, Oppert arrive à Paris avec ses plans et ses notes. Son premier souci est de présenter les résultats de ses travaux aux autorités scientifiques et administratives, tant l'espoir qu'il contribuerait à sa reconnaissance scientifique et faciliterait l'obtention de la nationalité française, une étape essentielle pour la suite de sa carrière. Dans ce but,
Dès le 22 juillet 1854, il rencontrait Achille Fould, ministre d'État et de la Maison de l'Empereur, auquel il fait part de ses difficultés financières provoquées par les diverses avances faites à la mission, soit 6 500 francs, ce qui représentait, il recevait normalement de la mission, 5 000 francs par an. Là, il a fait vraiment beaucoup d'avances. Et le coût de sa sonorisation s'ajoutait donc à ces dépenses. Or, depuis son retour, il est désormais sans traitement, car, je cite, « À l'instruction publique, on n'en aime pas les gens qui se font employer par un autre ministère. On m'a dit dernièrement pourquoi je ne cherchais pas à rester aux Beaux-Arts, qui m'ont enlevé pour quelques années à l'instruction. » Quant aux résultats de la mission, Oppert présente successivement devant l'Académie des inscriptions et belles-lettres diverses communications, notamment un mémoire sur la topographie de Babylone qui occupe plusieurs séances, puis l'année suivante, ce sont les principes de la lecture et de l'interprétation des inscriptions cunéiformes, et également un mémoire sur la langue et l'histoire des Assyriens. Restait à hâter la publication de ces travaux. Le 23 mars 1855, une commission chargée par l'Académie des inscriptions et belles-lettres rendait son avis sur les différents mémoires présentés par Oppert, dont le contenu lui était en partie connu grâce au rapport de Fresnel. De son côté, Oppert avait déjà fait part, alors qu'il était à Bagdad, de certains résultats, en les adressant directement à Adrien de Longperrier, conservateur des antiques au musée du Louvre, avec lequel il entretenait, semble-t-il, des liens d'amitié, qui, à l'occasion, avait publié donc ces informations communiquées par Oppert dans l'Athénéum français et la Société de géographie. Longperrier fut le rapporteur de la commission. À cette occasion, il insiste sur le nombre et la variété des travaux traités, notamment sur la topographie de Babylone, les mesures de Babylone et de la Perse, la chronologie et l'histoire assyrienne et babylonienne, etc. Pour les inscriptions, un mémoire sur les inscriptions cunéiformes assyriennes, l'explication du système d'écriture et l'exposé philologique des principes de la grammaire. Ce premier ensemble de travaux était complété par divers mémoires rédigés à l'occasion du long voyage de la mission jusqu'à Bagdad, notamment sur les monuments phéniciens de Malte, de Beyrouth, de Baalbek, du Nahr el-Kel, du champ de la bataille d'Issus, sur la topographie d'Antioche et les sculptures astronomiques du pont de Djéziré, jusque-là inconnu. S'ajoutaient les cartes, les plans dressés par Oppert sur le terrain, tel le plan de Babylone, état actuel et restauré, ou celui de Borsippa, proposé pour la compréhension de ses mémoires. S'y ajoutaient quelques gravures de Thomas à propos des travaux d'Oppert sur la lecture des inscriptions. La commission estimait, je cite, « Nul doute en effet que le jeune savant à qui l'on doit l'heureuse découverte qui a fait disparaître les derniers obstacles que présentait la lecture des inscriptions des Achéménides ne sache donner un très grand intérêt à ses recherches sur les textes chaldéens. » Il fut alors arrêté que la publication comporterait 2 parties, le volume 1 réservé au récit du voyage et à la description des travaux de la commission. La partie intéressant la science consistant avant tout dans la topographie du terrain de Babylone, la détermination de l'emplacement et la nature des édifices dont les ruines couvrent le sol. Toutefois, Oppert commença sa publication par le volume 2, considérée, je cite, comme indépendante du voyage et qu'elle ne s'y rattachait que parce qu'il était destiné à justifier l'interprétation des inscriptions mentionnées dans le récit. Pour Jules Maule, c'était, je cite, proprement un traité grammatical sur la lecture et l'interprétation des inscriptions assyriennes et babyloniennes, dans lequel l'auteur exposait les difficultés multiples que l'on rencontre dans la lecture et l'interprétation de ces textes, ainsi que les solutions qu'il propose et celles qu'il accepte de ses prédécesseurs. En conclusion, je cite, « Dans l'intérêt de la science et de l'art, je ne saurais que me féliciter de l'adjonction d'un artiste et d'un savant aussi distingués que M. Thomas et Oppert. Pour rien au monde, je ne voudrais être parti seul
et les avoir laissés à Paris, car j'ai la conviction intime que dans un avenir très prochain, les savants et les artistes d'Europe rendront justice aux résultats de nos travaux et que de pareils résultats ne sauraient être achetés par trop de souffrance. Mais encore faut-il que l'âme humaine et le corps humain puissent résister. Si l'expédition de Médie et de Mésopotamie, devenue expédition scientifique en Mésopotamie, en concentrant son activité sur Babylone, ne fut pas heureuse, elle ne fut pas sans résultat. Le site comme on peut le signaler, donc Maurice Pillet, qui dans les années 1920, fit la publication donc, de cette histoire de la mission de Médie et de Mésopotamie. En effet, le site de l'antique cité fut définitivement fixé et reconnu. Et on avait rassemblé des textes, une collection de briques à glaçure, un matériel de tombes de diverses époques, mais hélas, disparu dans le naufrage. Surtout, cette publication va révéler un grand savant, un orientaliste aux capacités et connaissances multiples. Après le décès de Fresnel et le renoncement de Thomas, Oppert fut donc seul pour rendre compte des résultats qui contribuèrent à la reconnaissance de ses pairs. Une reconnaissance qui s'étendit même à son pays d'origine lorsqu'à l'occasion d'une mission de 5 mois en Allemagne accordée par le ministre de l'Instruction publique, Alexandre de Humboldt présentait au roi de Prusse les épreuves et les cartes qui venaient d'être livrées à l'imprimerie nationale. Maurice Pillet, qui le premier s'attacha à retracer, donc, comme je venais de l'expliquer, l'histoire de la mission de Mésopotamie, y voyait même l'origine des fouilles allemandes. Le 7 mai 1856, Oppert obtenait la nationalité française et à la fin de l'année suivante, au retour de sa mission scientifique en Angleterre, il était chargé d'un cours élémentaire de sanskrit de philologie à l'école des langues orientales vivantes de la bibliothèque impériale. Sa carrière scientifique était définitivement lancée. Même si la publication, seul résultat tangible de cette mission, est depuis longtemps dépassée, elle est néanmoins révélatrice de la surface scientifique du jeune Oppert. À propos de cette publication, Georges Contenot, épigraphiste et futur conservateur au département des Antiquités orientales au Louvre, écrivait en 1922 à l'occasion du centenaire de la Société asiatique, je cite, « Dans cet ouvrage, il, c'est-à-dire Oppert, insiste sur la nécessité dans la lecture de n'attribuer aux signes que des valeurs qui puissent donner des formes en accord avec la grammaire sémitique que suit l'assyrien. Il reconnaît le syllabisme et la polyphonie des signes, bref, tous les caractères distinctifs de l'écriture assyrienne. En revanche, de l'examen même du site de Babylone, bien peu de ce qu'a dit Oppert est à conserver. Entraîné par l'enthousiasme, il se laissa aller à des identifications que d'autres fouilles ont fait paraître erronées. Il s'agit bien entendu des fouilles allemandes. Mais ce qui gardera de l'oubli le compte-rendu de cette mission, c'est l'exposé magistral qui fit Oppert des lois du déchiffrement de l'écriture assyrienne. Condensant, unifiant les découvertes antérieures, il sut, par sa mise au point, tirer de ses efforts épars une méthode.